Merci d'écouter Radio Orient, il est 18h30 exactement et c'est un boulevard des auditeurs jusqu'à 20h30 comme tous les jeudis avec un thème ce soir, la radicalisation, et bien sûr on va parler de déradicalisation pendant 2 heures. Alors l'actualité, c'est notamment le Premier ministre Manuel Valls qui a présenté, vous le savez, un plan renforcé lundi dernier, un plan renforcé de lutte contre le djihadisme entre guillemets. Ce plan met l'accent sur la prise en charge des personnes radicalisées avec la création dans chaque région française d'un centre de réinsertion. Donc on va en parler pendant ces 2 heures avec plusieurs invités. Alors 2 membres de la délégation d'élus qui s'est rendue à Molenbeek en Belgique la semaine dernière. Alors Mohamed Kamli, militant associatif à Trappes, ancien élu d'opposition sans étiquette. Bonsoir. Bonsoir. À côté de vous, Samir Abdelwahed, conseiller municipal à Nanterre, et vous êtes sans étiquette aussi. Exactement, bonsoir. Bonsoir. Et on a Hind Ayadi et ses collègues du webzine Urban Street Reporter. Hind Ayadi, bonsoir. Bonsoir à tous. Et les 3 jeunes avec vous, bonsoir. On va parler de votre initiative. Autrement dit, vous prenez en main l'écriture, le traitement en tout cas médiatique de votre quartier, puis pas seulement, de pas mal d'autres choses. Et puis justement, vous avez travaillé sur cette question de la radicalisation, de la déradicalisation, et vous avez fait un micro-trottoir, pour résumer, en banlieue et un autre à Paris. Et puis il y a quand même des similitudes, il n'y a quand même pas tant de différence que ça entre selon qu'on habite Paris ou selon qu'on habite la banlieue. Donc déjà ça c'est rassurant. Et on parle avec Hind Ayadi et autour de vous Hind, les jeunes du webzine Urban Street Reporter. On va parler de ce que c'est que ce nouveau magazine sur internet, mais Hind Ayadi, la radicalisation. Alors déjà il faut bien connaître la définition de la radicalisation. Donc demain, si moi je me voile par exemple, est-ce que je suis radicalisée ou pas? Donc l'idée c'est vraiment de savoir qui est radicalisé, comment, et à partir de quand on considère que quelqu'un est radicalisé. Nous ce qu'on constate c'est que beaucoup de personnes encore n'ont pas connaissance de ce mot-là. Et au fait l'idée c'est vraiment de se dire que voilà, il faut en parler ouvertement. Et qu'est-ce que ça veut dire radicalisation? Nous, on a fait d'ailleurs ce projet avec les jeunes. Donc l'idée, c'était de parler de ce thème-là, parce que c'est un sujet forcément qui les touche. On a accompagné des familles dont les jeunes étaient radicalisés. On a accompagné une famille dont le jeune est décédé là-bas. Où ça? Où ça vous avez? Donc nous, on est à Garges-Gonesse. Ouais. Dieu merci, on ne connaît pas ce fléau, on va dire, dans notre ville. C'est pas quelque chose voilà, qu'on en entend parler. Mais voilà, on a quand même un jeune qui est décédé là-bas. On a accompagné des familles. On a accompagné aussi une jeune fille qui voulait partir là-bas. Mais moi, je dirais que c'est pas tous les mêmes jeunes et on peut pas dire qu'ils ont le même parcours. Pour moi, c'est le parcours, on va dire, qui se ressemble. C'est que le jeune est fragile. Donc où il y a une discorde dans la famille, où vraiment ça part de là. Mais on ne peut pas dire que le jeune, je parle des jeunes parce que nous on s'occupe des jeunes, mais en connaissance de cause, c'est des jeunes qui sont fragiles, et peu importe, ça peut être un jeune qui a fait des études, ça peut être un jeune qui n'en fait pas, donc voilà. Après, ce qu'on a constaté, c'est que ces jeunes-là se radicalisent auprès on va dire, des réseaux sociaux. Donc voilà, ça c'est le constat qu'on a fait. Et je trouve que c'est mal géré pour le moment, les réseaux sociaux, parce que voilà, c'est très ouvert, mais il n'y a pas de voilà, il n'y a pas quelqu'un qui surveille tout ça, entre guillemets. Et nous, quand on a alerté par exemple que cette jeune fille qui voulait partir a souhaité partir en Syrie. C'était quand et elle a quel âge? Elle avait 16 ans, donc c'était une gamine qu'on accompagnait. Et donc moi, quand j'ai prévenu, parce que ses parents m'ont appelé pour me dire que voilà, elle partait. Mais quand? C'était en décembre. Ouais, ah en oui, décembre. c'est récent. Ouais, c'est très récent. Donc ça a été diffusé partout à la télé, etc. On a été en contact avec la DGSI, avec la police, et rien n'a été fait. Donc rien n'a été fait, absolument rien. Quand j'ai contacté la police pour leur dire que voilà, la mère, elle m'appelle pour me dire voilà, elle part, je les ai appelés et ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire parce qu'ils ne s'occupent pas du terrorisme. Donc voilà, il y a une faille.
Il y a cette faille-là, donc c'est des jeunes qui sont fragiles, il y avait quand même des soucis dans la famille, et c'est ce que je constate au fait. Urban Street Reporter, merci encore une fois parce qu'on a deux petits sonores qu'on va faire écouter à celles et ceux qui sont de l'autre côté du poste. Donc vous avez fait un micro-trottoir, qu'est-ce que la radicalisation et comment lutter contre la radicalisation, comment déradicaliser. Vous êtes parti en banlieue, vous êtes parti à Paris, et donc ça fait deux petits micro-trottoirs qui se complètent, hein. Il y a quand même pas mal de points communs. Mais tout d'abord, votre réaction, on va commencer avec Nasruddin sur ce qui a été dit par Dounia Bouzar et puis ce qu'il vient de se dire là dans cette émission. Bah déjà, ce que je constate, c'est que maintenant, par rapport à la radicalisation, ça peut vraiment toucher tout le monde, musulmans comme non musulmans. Parce que bon, à une certaine époque, on disait qu'on était entre guillemets radicalisé dans les mosquées. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Avec les réseaux sociaux, justement, tout le monde a accès malheureusement à ce genre de dérive. Et donc, heureusement pour moi, dans mon entourage, il n'y a pas de personnes radicalisées. Mais je vois vraiment que les personnes qui tentent de radicaliser les jeunes, ils ont un discours vraiment précis et ils sont malins, entre guillemets, dans le sens où ils savent utiliser les mots, les bons mots. Par exemple utiliser par exemple ce qu'avait dit la personne... Mohamed Kamli. Oui, c'est ça. Oui, qui avait dit qu'ils utilisaient justement le fait est que la société était contre les musulmans, entre guillemets, que les médias de masse étaient contre l'islam. Donc ce genre de choses-là, je pense que ça aide et ça aide à la radicalisation dans le sens où ces jeunes-là ne se sentent plus français, entre guillemets, et ils utilisent aussi le fait qu'il y a un désamour de la France, de ces jeunes vis-à-vis de la France. Vous, Nasruddin, vous avez quel âge? J'ai 22 ans. 22 ans, oui. Et vous faites quoi exactement dans le webzine? Alors, Urban Street Reporter. Je fais partie de l'équipe encadrante, avec notamment Ibrahim qui est avec moi. J'initie les jeunes au journalisme, entre guillemets, parce que moi je suis dans une école de journalisme. Donc on a réalisé des micro-trottoirs, on a aussi fait de la rédaction d'articles avec les jeunes. Donc voilà, c'est ça un peu mon rôle, les initier un peu aussi à la rédaction d'interviews. On a interviewé beaucoup d'acteurs de la ville de Garges, mais pas seulement. Donc voilà, je les initie au journalisme à travers toutes ces activités-là. Qu'est-ce que vous pensez de l'émission? Elle est bien menée pour l'instant, ça va? C'est parfait, c'est nickel. C'est nickel. Merci. Zacharia? Oui, jeune chez Urban Street, j'ai à peu près 17 ans. Vous avez 17 ans? Oui. À peu près ou... Non, 17 ans, c'est sûr. À vue de nez. Donc 17 ans. Et qu'est-ce que vous pensez alors justement de ce qu'on vient de se dire depuis tout à l'heure, de ce qui a été dit? Alors, en ce qui concerne la radicalisation, c'est un sujet déjà très sensible. Vraiment pas simple à aborder. Il faut déjà définir le terme de radicalisation. C'est un peu comme si on utilisait le terme fondamentalisme ou encore le terme conservateur. C'est vraiment des termes qu'il faut définir parce que on peut y mettre tout dedans. On peut y mettre un barbu qui va à la mosquée juste pour le Fajr ou Aïcha, comme une personne qui a des idées violentes et des idées qui ne sont pas du tout en rapport avec qui sont pas du tout en lien avec les idées que propage la République. Et donc par rapport à tout ce qui s'est dit, je pense pas qu'il y a des recruteurs derrière les personnes qui se font endoctriner. Moi, je pense que ça se fait par simple effet boule de neige. Alors, Zacharia, vous dites, vous avez 17 ans, que ce qui est important, c'est savoir ce qu'on met derrière les mots. Oui, voilà, c'est ce qu'on met derrière les mots, parce que sinon, forcément, si on n'est pas d'accord avec les termes, il y aura des dérives, des erreurs qui seront faites, et on peut les voir notamment avec les perquisitions. Il y aura des amalgames qui pourront être faits, et on peut le voir aussi au quotidien. Nous, personnellement, quand on a fait notre travail sur Urban Street Reporter, on a essayé de définir le mot radicalisation, le mot radicalisation de la manière la plus juste possible en rapport avec le contexte. Donc on peut définir ça comme ça. C'est-à-dire c'est le fait de politiser la pratique religieuse d'une personne et d'appliquer ses idées donc politico-religieuses de manière violente. Qui a fait cette définition? C'est vous? C'est l'équipe? C'est, on va dire, l'équipe. On s'est tous consentis sur une définition. D'accord. Et la radicalisation, localement... Alors, localement... Parce que là, on a fait un petit topo par rapport à Nanterre, on a essayé. Par rapport à Trappes, on a réussi. Et par rapport à... Alors, localement, à Garges, à Sarcelles, dans le 95... Est-ce que vous voyez, par exemple, des collègues à vous de 17 ans, garçons, filles, qui semblent fragiles et qui vous alertent?
Personnellement, de manière, j'ai déjà vu des personnes qui ont eu des idées radicales, mais qui n'avaient pas forcément de lien avec l'organisation État islamique, avec Al-Qaïda, Ansar al-Sharia et tout ça. Ensuite, dans le 95, le phénomène n'est pas forcément, en tout cas, n'est pas aussi alarmant que ce que l'on peut trouver dans certaines régions, notamment au Nord-Pas-de-Calais, dans le 93 ou dans dans d'autres villes comme Trappes ou Marseille. Donc vous avez vraiment, en travaillant sur ce dossier, regardé précisément les chiffres, région par région, où est-ce que vous situez-vous, comment c'est... On a travaillé surtout sur il y a des cartes qui sont publiées par des personnes qui travaillent de près ou de loin sur la radicalisation. Il y a il y a des sites médiatiques qui relaient des informations sur le phénomène de la radicalisation et qui permettent, à partir de ça, il y a aussi des experts, Romain Caillé ou Assinas, et qui permettent justement d'avoir une idée sur le phénomène de la radicalisation et sur l'ampleur que ça pourrait prendre, en tout cas en France. C'était Zakaria, il a 17 ans. On va le réécouter après dans l'émission. Je veux pas vous mettre la pression à les invités, mais il est loin devant là. Voilà. Donc on va écouter Ibrahim. Ibrahim aussi de l'équipe Urban Street Reporter. Donc oui, moi je suis assez d'accord sur ce que disait Zakaria, même si au niveau de la définition, comme il était en train de le dire, c'est vrai qu'avec les jeunes, on a essayé, comme on travaille sur ce thème, de définir le mot radicalisation quand même. Même si moi personnellement, je ne suis pas pour une définition unique de ce mot, mais voilà, on a essayé de trouver quelque chose qui ferait consensus au sein du groupe. Donc pour moi, c'est important de vraiment faire attention à comment on le définit, parce qu'on risque vraiment de stigmatiser une partie de la population en essayant de définir par des termes qui pourraient exclure une partie de la population, notamment musulmane, des femmes voilées, des gens qui portent des barbes, des extrémistes, etc. Donc voilà. Donc nous, ce qu'on a remarqué en traitant ce sujet, c'est que la plupart des personnes qui étaient concernées par le phénomène de radicalisation, et notamment qui partent vers la Syrie pour rejoindre l'État islamique, c'était des personnes qui se sentaient rejetées par la société. Comme Dounia Bouzar le disait tout à l'heure, les profils peuvent être vraiment divers. On peut trouver des jeunes de banlieue, on peut trouver des ex-tolards, comme on le dit, ou sinon des personnes qui vivent dans le 16e. Donc voilà, c'est très important de le signaler. Ça, ce qu'il faut aussi signaler, c'est que c'est des personnes qui peuvent être chômeurs, qui peuvent être fragiles, comme il le disait, mais surtout, c'est des personnes qui n'ont pas eu une éducation religieuse assez forte à la base, en fait. Donc une grande partie de la population, des personnes qui sont radicalisées et qui qui rejoignent l'État islamique, c'est des personnes qui, à l'enfance, à l'adolescence, n'ont pas eu cette éducation religieuse que la plupart des musulmans ont eu. Donc nous, avec les jeunes, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire de la prévention, de discuter du phénomène, parce que une des premières choses à faire, je pense, c'est d'en parler. Parce que plus on n'en parle pas, plus le phénomène va grandir entre un jeune, on ne sait pas. Donc nous, on a préféré en discuter, leur demander comment eux définissent la radicalisation. La définition que Zakaria venait de donner, on l'a pas donnée comme ça sur le tas. On a fait un tour de table, on a passé une feuille instile à chaque jeune. On a dit, pour vous, c'est quoi la radicalisation? Mettez-le avec vos mots. Et ensuite, on a fait un petit tour de table, on a fait un petit consensus. Et on a décidé de la définition qu'il vient de donner. Après, on a essayé de parler aussi des solutions avec les jeunes. J'aimerais juste Urban Street Reporter. Exactement, c'est ça. J'aimerais juste réagir à ce que je viens de dire Mohamed. Il nous a expliqué clairement que les politiques utilisent cette stigmatisation en vue d'élections. Je veux bien entendre cet argument, mais je trouve que les politiques se comportent mal, parce que en faisant ce jeu-là, justement, ça profite à l'État islamique, dans le sens où plus on stigmatise justement ces musulmans, plus l'État islamique utilise ce phénomène pour endoctriner des jeunes. Donc finalement, c'est un cercle vicieux. Vous êtes rejetés, venez, nous on vous accueille les bras ouverts. Exactement, voilà. Donc c'est un cercle vicieux, et je trouve que nos politiques se comportent pas bien. Et j'aimerais aussi réagir sur le fait que les politiques n'ont pas le temps, entre guillemets, de bien analyser le phénomène. Mais est-ce que le rôle de nos politiques, ce n'est pas justement d'anticiper les choses? Justement, c'est pour ça qu'ils sont élus, c'est pour justement anticiper les problèmes. Et aujourd'hui, si on est dans cette situation-là, c'est aussi un peu leur faute. Alors la radicalisation, qu'est-ce que reporter?
C'est intéressant le témoignage. Oui, c'est intéressant. C'est hyper intéressant parce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que les politiques belges ont stigmatisé justement le fait que Molenbeek favorise le communautarisme. Les politiques français. Français, pardon. Oui, les politiques français stigmatisent le communautarisme, alors qu'en France, ils n'ont pas du tout le même système, et au final, le résultat, c'est le même. C'est que malheureusement, on se retrouve avec des jeunes qui sont radicalisés. Donc le problème ne vient pas de là. Sinon, voilà. Donc, c'est très intéressant ce qu'a dit Mohamed. Voilà, c'est qu'il faut vraiment essayer de trouver les bonnes solutions et pas à chaque fois tirer sur les mêmes. Vous êtes tous jeunes. On parle de stigmatisation. Alors vous, est-ce que vous avez le sentiment de cumuler plusieurs stigmatisations? Jeunes, de quartier, issus de l'immigration et l'islam. Est-ce que vous avez le sentiment de porter tout ça et de vivre tout ça comme des tares? Ouais. Inayadi. Donc je vais rejoindre aussi ce qu'a dit Nasruddin d'Urban Street Reporter. Donc effectivement, on s'aperçoit que lorsque il y a un attentat ou les premiers stigmatisés sont les musulmans. Donc après, on crie au scandale, de l'amalgame, surtout pas de stigmatisation, mais on peut le voir sur les réseaux sociaux. On n'a qu'à marcher dans la rue. Après chaque attentat, il y a des femmes voilées qui se font agresser. Donc voilà, après, l'idée c'est de se dire pourquoi aujourd'hui on sait que ces jeunes-là qui y vont, ou même moins jeunes, sont le reflet d'une société rejetée. Et j'ai toujours dit qu'on ne peut pas se construire dans le rejet. Et il n'y a qu'à voir dans les quartiers. Donc aujourd'hui, il y a une misère sociale. On ne peut pas nier aussi qu'il y a un manque de mixité. Donc à partir de là, on ne peut pas se dire que oui, on va avancer, on va faire les choses, mais en stigmatisant une population. Et lorsque ça commence par la stigmatisation, qui commence par nos propres politiciens. Donc suite au débat qui avait eu lieu après les attentats, on a entendu parler de voile. Bon, moi je parle de voile parce que je suis une femme. Donc j'ai pas compris au fait. Donc j'ai pas compris pourquoi ce sujet est revenu sur ce terrain-là, sachant que c'est radicaux, on va dire, c'est ce qu'ils utilisent auprès des jeunes. Donc voilà, vous voyez, les femmes voilées se font agresser, les jeunes se retrouvent en prison, etc. Donc on dirait qu'ils jouent le jeu de ces personnes qui endoctrinent ces jeunes-là. Et c'est là où est le problème. Et moi je le répète tout le temps sans arrêt, donc à nos politiciens, qu'on peut pas jouer le jeu de ces mecs-là, quoi. Alors concrètement sur les solutions, déjà il faut pas voir la radicalisation de la manière de sorte à l'arrêter. On peut pas arrêter des personnes qui sont remplies de convictions et qui ne voient pas qui ne voient pas l'État islamique par un prisme émotionnel, mais plutôt par un prisme purement théologique. La question qu'il faudrait se poser, c'est, du moment qu'il y a des radicalisés, c'est comment limiter la radicalisation. Et à partir de là, il y a de multiples moyens qui s'offrent à nous. Par exemple, il y a des imams qui ont des discours qui vont donner des arguments théologiques très intéressants, de manière très approfondie. Après une analyse, on peut citer par exemple Islam ibn Ahmed qui donne des arguments vraiment très intéressants, très approfondis, parce qu'il a fait vraiment une analyse là-dessus, alors que il y a des imams qui concrètement ne connaissent même pas la situation. Mais là, il y a quelque chose qui est intéressant dans ce que dit Dounia Bouzar, c'est que d'accord, il y a le rôle des imams, encore que, on l'a dit dans la première partie de cette émission, très peu ont de l'influence. C'est sur les réseaux sociaux, c'est les recruteurs qui rentrent dans les failles psychologiques, affectives de ceux qui sont embrigadés. Et Dounia Bouzar, par exemple, elle parle du rôle déjà de l'entourage proche, de la famille. Le rôle de la famille, souvent, c'est parce que souvent là, l'émotionnel, l'affectif. Ce qu'on peut voir, c'est que la famille donne souvent des arguments qui sont émotionnels, ne part pas, etc. Alors que le jeune ou le radicalisé en tout cas est purement il veut partir parce que il a des références religieuses derrière qui vont l'inciter et des interprétations religieuses derrière qui vont l'inciter. À partir de ce moment-là, la famille elle est complètement déconnectée sur le discours avec la personne radicalisée, leur enfant. Il y a par exemple
ce qu'on peut voir aussi, c'est que souvent ce qu'on peut voir, c'est que l'État, par exemple, quand ils sont quand ils sont confrontés à un cas où il y a une personne qui veut faire un attentat, etc. Une fois que la personne est attrapée, souvent on ne sait pas quoi faire et la première chose qu'on va faire, c'est de le mettre en prison. On peut citer par exemple l'affaire Ismaël, où ce qui est choquant, c'est que voilà, un jeune a voulu faire un attentat. Quand je l'ai appris chez les médias, voilà, j'ai été très choqué qu'il voulait faire ça. Et la première des choses qu'on a fait, c'est de le mettre en prison. Alors que concrètement, ce jeune, on pouvait très bien lui faire apprendre sa religion auprès de personnes compétentes, tout en faisant en sorte qu'il soit suivi. Donc, je pense qu'il y a des solutions qu'on peut apporter pour déradicaliser les personnes, et qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, je pense que c'est amélioré. Inayadi. Alors, Urban Street Reporter aussi. Donc moi je vais parler en tant qu'association locale. Donc il est difficile pour nous associations lorsqu'on est confronté à ce type de situation de trouver la solution. Tout à l'heure j'évoquais le cas d'une jeune radicalisée que nous avons accompagnée durant 1 mois. Nous avons dû abandonner car cela dépassait nos compétences. Donc voilà. C'est pour cela qu'on s'est penché sur la prévention comme nous l'avons fait avec les jeunes d'Urban Street Reporter. Ensuite, je vais parler de mosquées locales. Alors, je parle vraiment à titre local. Donc, à titre d'exemple, donc lorsqu'on a accompagné cette jeune fille, on est parti voir l'imam de notre quartier. Au départ, il était partant pour rencontrer cette jeune fille, et après il a changé d'avis justement par rapport aux problématiques de stigmatisation, mais aussi de doute, parce que lorsqu'on dit imam, surtout avec la tension actuelle, ça pouvait se retourner contre lui. Et aujourd'hui, les imams sont les premières cibles. Donc, on l'a vu lorsqu'il y a eu les perquisitions. Les mosquées ont été les premières cibles. Et moi, j'ai envie de dire que les solutions, elles peuvent être apportées par ces imams. Parce que nous, par exemple, on a un imam qui est jeune, qui parle très bien, on le rencontre dans la rue, on parle de tout et de rien, et de sujets d'actualité. Et il faut vraiment s'approcher de ces imams-là, donc voilà, on peut pas donc encore faire un rejet de ces imams et leur dire que oui, les pointer du doigt en se disant c'est dans les mosquées qu'on se radicalise. Moi, je vais à la mosquée, donc je vais pas régulièrement, mais j'y vais. Et les discours que j'entends, je reconnais pas les discours qui apparaissent dans nos médias. Donc aujourd'hui, on a besoin des associations de proximité, mais il faudrait il faudrait les former parce qu'on n'est pas formé pour. Nous, on est des jeunes, on s'est dit bon, on n'a pas les capacités de faire ça et on n'a pas la volonté de la faire parce que c'est pas à nous, associations de proximité, de faire le travail de l'État. Nous, on est là juste pour accompagner des jeunes, pour faire de la prévention. Et la prévention, elle commence chez les familles, elle commence aussi dans les établissements scolaires. Elle commence dans les services jeunesse et j'ai l'impression qu'il y a un déni. Alors on s'affole à chaque fois lorsque il y a un attentat, on commence à voir les gens courir de partout, de se dire on va faire ci, on va faire ça. Mais non, quand j'ai vu que Dounia Bouzar elle-même s'est dit bon c'est bon j'arrête, je me suis dit non mais mince, si elle arrête, c'est bon on a tout perdu. Donc l'idée c'est vraiment de former les éducateurs, des éducateurs spécialisés dans les quartiers et voilà, de former aussi les imams et d'être soutenu par ces imams-là aussi. Dernier petit tour de table les uns et les autres. On va commencer avec Urban Street Reporter. Quelques mots, Zakaria. Merci encore une fois d'être venu. Oui, écoutez, ça fait un plaisir d'être venu et de parler de la radicalisation et du projet Urban Street Reporter. Sur ce, moi je vous dis à tous, passez une bonne soirée. Merci. Inde Ayadi. Écoutez, moi je terminerai avec le combat continue et merci à toutes ces personnes de l'ombre qui travaillent avec acharnement pour aider ces jeunes-là et voilà, le combat continue. Ibrahim. Voilà, pour finir, moi je vais juste proposer quelques petites solutions sur lesquelles on a un peu travaillé quand même. Donc moi je dirais que ça va être dur. Moi je dirais que déjà la première c'est déjà de régler les problèmes sociaux qu'on rencontre dans notre société, et aussi il y a l'enseignement religieux, parce que ce qu'on remarque c'est que les personnes qui sont radicalisées, dont nous on a dû faire face dans notre travail, et c'est que ces personnes-là étaient très loin de l'islam, n'avaient pas les bases, le respect des parents, ces petites choses-là. Donc c'est important de le signaler. Donc voilà, donc faire aussi de la prévention, comme on le fait avec notre magazine Urban Street Reporters. Voilà. Nasruddin. Oui, en tout cas.